Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Juan Carlos Diaz Mendoza, économiste et stratégiste, et David Gosselin, gérant de portefeuille, tous deux chez Société Générale Investment Solutions. Bonjour messieurs. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bon, avec vous, on va parler des perspectives 2026. On est en février et il s'est passé déjà énormément de choses sur les marchés, dans l'économie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait citer ? Tensions géopolitiques, envolée des métaux précieux, volatilité des métaux précieux, fort repli du Bitcoin, des inquiétudes sur la tech et en même temps, des marchés proches des plus hauts. Waouh. Quelle lecture vous faites de ce début d'année, David ? Une lecture plutôt positive, c'est vrai. Ouais, quand même. Oui, parce que alors déjà, si on est factuel, les marchés financiers, ils commencent très fortement l'année. On peut regarder, si on prend quelques exemples, les marchés actions européens font plus 4%. Le Japon est à plus 14, les émergents sont à plus 10. Au sein des émergents, vous avez même des performances encore plus stratosphériques, exactement. Vous avez Taïwan qui est à 17, plus 17. On a la Corée du Sud, plus 33. Il y a des choses comme ça. Et donc le Mexique, pareil, l'Amérique latine est aussi entre 15 et 16% sur les pays phares. Donc oui, ça commence très fort. Mais effectivement, ça se fait pas d'une façon très calme. Il y a pas mal de nervosité, très clairement. On est dans un contexte beaucoup plus volatile qu'avant. Et clairement, le coupable, si je puis dire, c'est la tech. On le voit notamment justement aux États-Unis, qui est le seul en fait, acteur aujourd'hui, la seule grosse zone qui est en territoire négatif en termes de performance sur ces marchés actions. Ils étaient montés tellement fort l'année dernière. C'est ça. Ouais. Et là, ils sont en recul. Et le coupable, encore une fois, c'est le secteur de l'IT. Puisque quand vous regardez les 7 plus grandes capitalisations de ce secteur, de l'indice américain, les fameux 7 magnifiques, eh bien, elles sont toutes à ce jour en territoire négatif depuis le début de l'année. Bon. Et finalement, intéressant, je retiens la performance des émergents dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui portent ce début d'année. Juan Carlos, pour vous, quels sont les facteurs de soutien des marchés financiers aujourd'hui ? En fait, un des premiers facteurs de soutien qui justement explique cette belle performance, c'est que la croissance économique reste bonne. La croissance économique reste constructive, et ce, malgré les différentes incertitudes qu'on peut avoir. Et c'est juste incertitude, rappelez-vous aussi qu'en 2025, c'était une année qui était très incertaine. Oui. On a le Liberation Day, on a le shutdown, on a les élections en France, qui étaient très incertaines. Et malgré tout ça, c'était une très bonne année en termes de croissance et des marchés financiers. Et en 2026, on a toujours ces mêmes incertitudes, mais on considère aussi que la croissance économique va être favorable. Et du coup, ceci explique pourquoi on reste favorable à cette action. Qui explique les bonnes performances économiques et des marchés actions. Ouais, c'est ça. Donc la première raison, c'est que dans les principales économies développées, on a quand même des plans de relance qui continuent ou qui commencent. D'accord. Si on va plus proche de chez nous, on a le célèbre plan allemand, qui est composé de 500 milliards de nouvelles dépenses sur plusieurs années, qui comporte un volet civil de défense, mais aussi une grosse composante de dérégulation pour améliorer le climat des affaires. D'accord. Et donc ceci, pour nous, en fait, ça se traduit par une croissance allemande qui devrait accélérer après 3 années d'une croissance globalement atone. Ah ouais, c'est ça. Donc ça, c'est juste pour l'Allemagne. Mais rappelez-vous aussi, en Europe périphérique, et notamment en Espagne, en Italie, ou au Portugal ou en Grèce, ces pays continuent aussi à bénéficier d'une politique budgétaire expansionniste, mais notamment la politique de soutien européen. Donc rappelez-vous, pendant la crise Covid, il y a eu le célèbre plan Next Generation EU, le célèbre NGEU, et il reste encore 270 milliards à dépenser d'ici fin 2027. D'accord, ça fait une belle enveloppe. Donc c'est énorme. Et donc cet argent-là, normalement, c'est essentiellement en Espagne, en Italie et dans les économies périphériques qui est censé être dépensé. Donc on s'attend aussi que la croissance reste assez dynamique. Et rappelez-vous aussi que la croissance en zone euro est essentiellement tirée depuis la crise de l'Ukraine par l'Europe du Sud, en partie aidée par ces plans de relance. Ouais, donc ça, c'est un bon facteur de soutien pour l'Europe. Et donc ceci explique pourquoi aussi on a des très bonnes performances dans les marchés espagnols, italiens, où l'Europe du Sud quand même surperforme les indices de l'Europe du Nord. Si on se focalise pour l'Europe, pour les États-Unis. Si on se focalise sur les États-Unis, il y a déjà le célèbre One Big Beautiful Bill Act de Trump, qui rentre en application en 2026, et plus spécifiquement au premier semestre 2026. Et en quoi consiste ce plan ? Donc ce plan consiste dans une baisse d'impôt de 6 000 milliards de dollars
pour les ménages et les entreprises. Donc nous, on considère que ce plan va continuer à soutenir. Les 6 000 milliards, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et nous, on considère que ce soutien budgétaire va continuer à soutenir la consommation aux États-Unis. Ouais. Et rappelez-vous que la consommation, ça reste quand même le premier principal moteur de la croissance américaine. Que la consommation, ça représente plus de 60% du PIB américain. Et pour la dernière économie développée, la grande qui justement qui renaît un peu de ses cendres, c'est le Japon. Ouais. Donc le Japon aussi qui a eu une très belle performance boursière, comme l'a rappelé David. Et une nouvelle première ministre aussi. Voilà. Et qui a un nouvel premier ministre, pas nouvelle, qui a renouvelé son mandat, et qui a gagné son pari sur les élections anticipées. Et d'un point de vue purement économique, le principal promesse de campagne, c'était aussi d'appliquer une relance budgétaire, notamment via des assaisonnements qui sont plus précis, aussi dans la défense, sans surprise, mais aussi elle a promis une baisse de la TVA sur l'alimentaire pendant 2 ans pour relancer justement la consommation et soutenir la consommation. Et donc on a justement ce plan de relance économique, budgétaire au Japon qui explique en partie la très bonne performance des marchés actions d'ici déjà 1 an. Quand même une question. Je mettrais peut-être de côté certains pays d'Europe du Sud qui vont plutôt mieux côté finances publiques, mais quand je regarde au hasard la France, certains pays d'Europe, y compris l'Europe du Nord, et ça c'est aussi parfois une surprise, quand je regarde les États-Unis, quand je regarde le Japon, on est quand même sur des niveaux d'endettement records. Est-ce qu'on n'a pas là une fuite en avant qui pourrait nous profiter, là peut-être à court terme, mais qui pourrait être vraiment pénalisante à plus long terme ? Personnellement, en tout cas nous considérons qu'à court terme, et même d'un point de vue structurel, les plans de relance actuels ne posent pas spécifiquement de problème. D'accord. Si je commence par l'Allemagne, c'est quand même le meilleur élève d'un point de vue fiscal. Ils ont de la marge, et donc l'Allemagne, il a quand même la marge de manœuvre pour faire la relance. Donc c'est le pays qui, pendant toutes ces années, on peut dire qu'elle a accumulé cette épargne-là ou cette poudre pour justement au cas de besoin. Donc ils ont besoin maintenant, ils utilisent. Ouais. Et rappelez-vous que l'Allemagne a une dette publique de juste 63 points de PIB, qui reste de loin la plus faible parmi les grandes économies développées, États-Unis, Canada, Europe compris. Ouais. Et que la charge de la dette, donc si on considère l'ensemble des taux d'intérêt que l'Allemagne paye sur l'ensemble de sa dette, c'est de 1,8%. Donc ça reste quand même assez gérable en termes de risque de finances publiques. Et donc l'Allemagne peut se payer effectivement ce plan de relance. Sur l'Europe du Sud, en fait, la dépense publique, comme elle est financée par les plans européens, donc ça ne se traduit pas spécifiquement par une dégradation des finances publiques allemandes ni italiennes. Sur les États-Unis, c'est un peu le cas paradoxal parce que les États-Unis, on peut dire que ça fait 6 ans qu'ils sont en relance budgétaire. Parce que rappelez-vous, il y a la relance Biden. Il y avait l'Inflation Act. Il y a le OBBA. Et donc les États-Unis, ça fait depuis la crise Covid qu'ils sont en relance budgétaire. Mais pour le moment, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça ne pose pas de problème purement d'un point de vue finances publiques, compte tenu que cette relance-là se traduit par une croissance nominale qui est très forte. Rappelez-vous que les États-Unis croissent à un rythme de 5% de façon nominale. Donc les États-Unis ont une croissance nominale plus forte que la Chine actuellement. Intéressant. Ça. Et une croissance nominale qui est plus importante que le taux d'intérêt qu'ils payent. Bon. Et finalement, les États-Unis aussi bénéficient encore, on va revenir je pense après, du statut de privilège exorbitant, dans le sens où les États-Unis, malgré le contexte géopolitique actuel, continuent à bénéficier de l'épargne internationale. Et donc, ils n'ont aucun mal à se financer. Le Japon, c'est un cas un peu plus particulier parce que le Japon, quand même, c'est parmi les grandes économies développées. C'est l'économie qui a un ratio de dette publique le plus important, autour de 200 points de PIB. Donc, alors détenu par les Japonais, ce qui rassure. Détenu quasiment à 90% par les Japonais. Mais nous, on considère qu'à nouveau, à court terme, le Japon peut se permettre ce plan dans un contexte où jusqu'à fin 2025, les comptes budgétaires japonais étaient à l'équilibre. Donc le déficit public était inférieur à 1% PIB. Donc ça reste, nous en France, on voudrait avoir ce chiffre. C'est pas mal, oui. Et d'autre part, rappelez-vous que le Japon, pour la première fois, connaît l'inflation. Le problème du Japon jusqu'à 2022, c'était une économie qui était en déflation. Et depuis 2022, le Japon est sorti de la déflation avec des inflations qui sont autour de 3%. Et bon, c'est l'inflation, c'est quand même... si ça érode le pouvoir d'achat des ménages, mais ça améliore les comptes publics compte tenu que c'est comme une taxe. Et donc, dans ce contexte de nouvelle inflation, en fait, la charge de la dette japonaise est aussi faible. Bon, David, c'est assez rassurant d'écouter Juan sur les perspectives de l'économie. La croissance reste au rendez-vous, soutenue par des plans de relance. L'endettement, bon, on surveille, mais pour le moment, rien d'alarmant. L'idée maintenant, c'est qui va bénéficier de ces plans de relance. Ça, c'est autant d'idées d'investissement pour vous. Et peut-être question dans la question, on a beaucoup parlé du retour en grâce de l'Europe et de ses valeurs en 2025. Est-ce que ça peut fonctionner aussi en 2026 ?
Oui, clairement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on garde une exposition action assez offensive dans nos portefeuilles. C'est justement tous ces plans de relance qui sont un peu partout sur la planète. L'Europe, parmi ceux-là, l'Europe est vraiment une conviction très forte sur nous, très clairement, qui devrait bénéficier en priorité aux secteurs sans doute les plus cycliques. Je pense au secteur de l'infrastructure, la défense naturellement, à l'énergie aussi. Voilà. Et on commence à voir les choses bouger, notamment en Allemagne, quand vous regardez les nouvelles commandes apportées aux entreprises du secteur industriel allemand. Celle au mois de décembre, ça a commencé à faire ça y est, c'est-à-dire que ce plan de relance, il commence à se traduire dans les carnets de commandes. C'est ça, exactement. Enfin, on va voir ces plans de relance qui vont se traduire de façon tangible dans l'économie. Voilà. Bon, quelque chose, forcément, je suis obligé de vous poser cette question, puisqu'on en parle tout le temps, tous les jours, les gens qui regardent les émissions boursières, on leur en rebat les oreilles. L'IA, Juan, j'imagine que c'est encore et toujours un facteur de soutien pour les marchés cette année. C'est encore un facteur de soutien pour les marchés et pour l'économie aussi. Ouais. Une des raisons aussi, si on revient aux États-Unis, une des raisons de l'étonnante résilience de l'économie américaine, malgré à nouveau toutes ces certitudes, c'est le fait qu'en 2025, les États-Unis ont peu un peu trouvé, on peut dire, le pétrole avec l'IA. Et toutes les dépenses de l'IA, en fait, les dépenses de l'IA, que ce soit via software, via la construction de data centers, via le développement des LLM, via le développement de tout l'environnement, tout l'écosystème, finalement, de l'IA, a contribué à un tiers de la croissance américaine. Un tiers de la croissance américaine. Et on s'attend que cette croissance, ce soutien de l'IA reste assez fort. Les entreprises de l'IA, justement, les Magnificent Seven, les hyperscalers, ils ont annoncé plus de 600 milliards d'investissements pour les 12 mois à venir. Donc, c'est 2 points de PIB américains. Juste pour ces 7 entreprises-là, ça représente des sommes colossales. Et donc, nous, on considère que ces sommes-là vont se reproduire justement sur l'économie et soutenir la croissance. Mais juste un point d'intention aussi, c'est que si la croissance, si les États-Unis sont les premiers bénéficiaires, il y a aussi d'autres économies qui sont aussi bénéficiaires de l'IA, et notamment c'est l'Asie de l'Est. Parce que rappelez-vous, il n'y a pas d'IA sans hardware asiatique. Les semi-conducteurs, notamment. Les semi-conducteurs, les puces sont faites à Taïwan. Les cartes mémoire sont faites à Hong Kong. Tout l'appareil autre nécessaire pour les data centers sont faits en Chine. Donc cet investissement américain se trouve aussi notamment dans le carnet de croissance, dans les carnets de commandes, pardon. Bien sûr, et dans la croissance. Et dans la croissance des économies asiatiques. Et donc, justement, ça soutient aussi le cycle de croissance globale. Et dans une moindre mesure en Europe, dans la volonté aussi d'avoir notre cloud européen et dans cette volonté de souveraineté européenne, on commence à voir, même si ce n'est pas la même échelle qu'aux États-Unis ou en Asie, on commence à voir la multiplication des annonces de data centers en France, en Allemagne, dans cette volonté à nouveau de souveraineté et d'indépendance. David, quand même, j'entends bien la tendance de fond, les sommes considérables qui sont investies dans l'IA. Quand même, sur les marchés, c'est un peu une autre histoire qui s'écrit de temps en temps. Alors la bourse est très fan, effectivement, de l'IA, jusqu'à ce qu'elle se dise, tiens, est-ce que finalement les investissements massifs qui ont été consentis vont se retrouver dans la rentabilité, dans la profitabilité des entreprises? Et puis, est-ce que, on en a encore eu un exemple très récent avec Anthropic, qui a dévoilé son nouveau modèle de Claude, qui était un assistant juridique, visiblement très efficace. Est-ce que ça ne va pas disrupter, pardon pour le mot tarte à la crème, certains secteurs, pans entiers de l'économie, et donc clairement déterminer le camp des gagnants et des perdants? On voit notamment certaines valeurs des SS2I, des logiciels qui ont vraiment souffert sur ces dernières semaines. Comment on évalue aujourd'hui le potentiel, j'ai envie de dire presque un petit peu à double tranchant de l'IA? Oui, c'est bien le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une conviction très forte toujours sur l'IA, mais c'est sûr que on peut pas rester impassible effectivement aux dernières évolutions d'Anthropic. Très clairement, ça va nécessairement révolutionner beaucoup des pans entiers de secteurs et donc d'activités, de business aussi, finalement. Exactement, dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, effectivement, le marché financier essaye de trouver quels seront les gagnants ou quels seront les véritables perdants de tout ça. Ça va être une révolution, c'est certain. Maintenant, aujourd'hui,
oui, enfin, effectivement, le marché a quand même essayé de trouver quelques cibles déjà, donc, que vous avez citées, notamment sur tous les éditeurs de logiciels, justement. Plutôt côté perdant, hein. Plutôt côté perdant, exactement. Et ça concourt effectivement beaucoup de nervosité sur les marchés. Aujourd'hui, ça reste quand même trop. Je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir véritablement quels seront justement ces gagnants et surtout ces perdants. Donc nous, dans ce contexte-là, nécessairement, on reste tout à fait optimiste et positif du fait de tout ce qu'a dit Juan, mais on reste aussi un peu plus. Sélectif peut-être ? Oui, c'est ça, sélectif. Disons qu'on ne veut pas surréagir, donc on commence à ajuster. On garde le cap tout en commençant à ajuster les portefeuilles donc sur certaines classes d'actifs. Oui. Bon, sélectivité sur l'IA, tous les chevaux ne vont pas arriver à la première place dans cette course. Il faut qu'on parle aussi forcément, messieurs, de ce qui se passe sur les métaux précieux. On pourrait même parler du cuivre, mais on va rester peut-être sur l'or. L'or qui, on l'avait jamais connu aussi haut, on l'avait jamais connu aussi volatile aussi, puisqu'on a assisté à des mouvements, je pense que les gens qui regardent l'or avaient jamais vu. Pourquoi tout ça, Juan? Et puis aussi, est-ce que là-dedans, il n'y a pas une tendance de long terme sur un affaiblissement progressif du dollar et une volonté de se dédollariser justement d'une part croissante d'économie? Donc, une partie justement de la hausse de l'or est expliquée par cette volonté de dollarisation. Mais juste pour dire rappel, le rallye de l'or ou le bull market de l'or, ça date de 2024. Oui. C'est pas 2025. Non. Juste en 2024, déjà, l'or, il a fait plus 27%. Mais ça continue. Mais ça continue. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est un phénomène qui a justement un peu, comme tu dis, c'est de long terme. Donc, un des premiers facteurs qui explique cette hausse de l'or, c'est le fait qu'on regarde de plus en plus de banques centrales qui, dans leurs réserves de change, commencent à changer une partie de leur devise, de leur part en dollars ou en euros, pour de l'or. Donc c'est notamment le cas des banques centrales des économies émergentes, comme la Chine, la Russie ou l'Inde, qui, dans une volonté de diminuer le risque juridique, compte tenu de l'extraterritorialité du droit américain, extraterritorialité, c'est pas facile. C'est pas un mot facile, du dollar, en fait, elles commencent à changer une partie de leur devise, dans les banques centrales, de dollars en or. La Russie, je pense qu'elle a changé complètement. C'est de l'or pour de l'or. Et la Chine le fait de façon plus progressive. Et donc, compte tenu de ces nouvelles achats, donc rappelez-vous aussi que la Chine actuellement a 4 000 milliards de réserves de change. Donc, il suffit que juste juste une petite allocation, ça fait déjà beaucoup augmenter le prix de l'or. Et on regarde que globalement, depuis 2010, la part de l'or en 2010 des réserves de change était autour de 3%. Maintenant, elle est autour de 15%. Donc, on voit une nette hausse justement de la part de l'or dans les réserves de change. Donc, quelque chose de plutôt durable quand même. C'est durable, c'est un phénomène durable compte tenu que le monde géopolitique a changé. Donc, ça, c'est un facteur assez durable sur l'or. Mais il y a un autre facteur aussi qui explique la hausse de l'or, c'est qu'il n'y a pas que les banques centrales qui ont acheté de l'or. Donc, on commençait à voir justement le phénomène en 2025, c'est que le retail, les investisseurs particuliers, on voit que la détention, que la détention d'or physique par les ETC a beaucoup augmenté en 2025. Et donc ça, c'est aussi en lien avec le monde géopolitique actuel. Et donc, on peut voir que bonne partie de ces achats-là ont commencé à la suite du Liberation Day. Donc, les investisseurs retail ou occidentaux commencent à se dire, dans un monde qui est quand même plus incertain, et dans un monde aussi plus fracturé, dans un monde aussi où il y a beaucoup plus de dépenses publiques, et dans un monde où potentiellement l'inflation, on ne dit pas qu'il y a un dérapage inflationniste, mais par rapport à 2010 où en fait l'inflation n'était pas un problème, on avait même le problème de la déflation, mais non, on se trouve dans un monde avec plus d'inflation. Donc l'or, dans ce cas-là, il joue de son côté de safe asset, si on peut dire comme ça, par le côté hedge contre le risque géopolitique, mais aussi hedge contre le risque inflationniste. Et ceci, donc si on prend les achats de banque centrale plus le retail, on a cette embellie de l'or en 2025 et début 2026. Quand je vous écoute, sur la question de la dédollarisation, sur la question de la dédollarisation, je dirais un peu plus nuancé que ça. D'accord. Donc certes, généralement, là où ce phénomène de dédollarisation se renforce au-delà de l'aspect d'or, c'est le fait qu'en 2025, aussi le Liberation Day, d'habitude, il y a une corrélation qui jusqu'à maintenant marchait toujours, c'est que dès qu'il y a la volatilité sur le marché actions, le dollar se renforçait. Sauf qu'en 2025, ce n'était pas le cas. Et ce n'était pas le cas en partie parce que le risque venait des États-Unis.
Mais donc ce phénomène-là a alimenté le fait que peut-être on se dirige vers un monde où le dollar perd sa place. Si on regarde les données pures et dures, à court terme, donc on considère qu'à court et moyen terme, ça reste quand même assez difficile de détrôner le dollar, malgré justement que l'or représente 15% des réserves de change. Le dollar représente toujours 50% des réserves de change de la Chine. Et juste une statistique aussi, donc si on considère les financements internationaux, si on considère, est-ce que par exemple quand une banque américaine va prêter à une entreprise indienne, dans quelle devise le fait, 60% de ces financements-là sont en dollars. Quand on regarde, intéressant de rappeler ça. Quand on regarde qu'une entreprise brésilienne va émettre la dette internationale, 80% des financements obligataires internationaux se font en dollars. Donc la place du dollar reste toujours assez forte, et parce qu'en raison, il n'y a pas d'alternative à court et à moyen terme. Bon, challenger, mais pas encore détrôner le dollar. Si je retiens un peu bilan de cet entretien, David, début d'année plutôt porteur sur les marchés, notamment sur les marchés émergents, un contexte macroéconomique qui n'est pas mauvais, et en même temps, on l'a dit, de la volatilité, de la nervosité, de la brutalité dans les mouvements de marché. Finalement, comment vous manœuvrez dans ce type d'environnement, et puis quel conseil vous pourriez donner à un investisseur particulier qui peut se retrouver un petit peu perdu devant ce à quoi il assiste aujourd'hui? Alors nous, on résume ça en une phrase en fait en ce moment dans nos allocations, c'est garder le contrôle. Ça veut dire d'une part, on garde le cap. On a un cap qu'on maintient depuis déjà pas mal de mois dans nos allocations qui nous ont... c'est un cap d'exposition action assez marqué, assez offensif, parce que toutes ces politiques budgétaires qui sont en soutien et qui vont continuer de l'être. Donc ça donne concrètement dans nos allocations une exposition sur l'Europe assez marquée, avec les États-Unis, mais effectivement avec une désensibilisation à la partie IA US. D'accord. Mais cette désensibilisation de la partie IA US, en fait, on la déplace parce que, encore une fois, cette conviction sur l'IA, elle reste très forte. Et donc, on la déplace. On va la chercher donc, sur ce que précisait tout à l'heure Juan, sur donc, les pays d'Asie du Sud-Est. Donc, donc d'une part, et d'autre part, cet allègement à l'IA US, on la déplace sur les autres secteurs américains pour profiter de ce que l'on appelle le broadening, c'est ce fameux ruissellement positif, des bienfaits de l'IA qui profitent en tout premier lieu, qui ont profité en tout premier lieu au secteur de l'IT, mais qui vont nécessairement, avec le temps, se diffuser au reste de l'économie. Et donc ça, c'est quelque chose dont on veut profiter aussi. Sur les actions toujours, donc on a renforcé également depuis fin d'année dernière le Japon, pour ces raisons budgétaires, de politique de soutien aussi, et les émergents aussi, du fait de l'IA, mais pas que. Les émergents ont aussi d'autres qualités à mettre à leur profit, une démographie beaucoup plus, sur une dynamique beaucoup plus positive que la nôtre, des valorisations qui sont moins élevées aussi. Et puis un endettement en très nette amélioration. Donc ça aussi, on veut en profiter. Maintenant, on ne peut pas être insensible, encore une fois, à tout ce qui se passe, à toute cette volatilité, à cette révolution de l'IA avec les dernières versions d'Anthropic et OpenAI aussi. Et donc, ça se transforme par des ajustements, malgré tout, au sein de nos portefeuilles. Concrètement, en fait, si vous parliez de donner un conseil, c'est d'aller chercher finalement, tout en restant positif et assez offensif, chercher un peu plus de prudence en déplaçant un peu les billes vers des classes d'actifs un peu plus décorrélantes. Concrètement, les emprunts d'État, qui sont repassés en territoire décorrélant par rapport aux actions, et puis les actifs alternatifs, et plus spécifiquement les hedge funds, qui nous permettent en fait de garder une exposition action malgré tout, mais avec une sensibilité à l'évolution du cours des actions, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, le bêta, un bêta plus faible. Et ben voilà, on sait ce qui nous attend sur cette année. Explication limpide des deux experts de Société Générale Investment Solutions. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Laurent. C'est fini pour l'Actu Bourse, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.